Bienvenue dans Pour toutes ces bonnes raisons, le podcast qui explore le merchandising avec expertise. Vous vous êtes déjà demandé comment le merchandising peut devenir un véritable levier de performance pour votre marque, vos produits, votre point de vente ? Ici, je vous propose de répondre à toutes ces questions à travers un espace de partage et d'apprentissage où mon expertise et celle de mes invités viennent enrichir votre pratique quotidienne. Je suis Adrien Bernard, ancien directeur merchandising et fondateur d'AB Merchandising. Ensemble, nous allons décrypter les tendances, stratégies et les outils qui permettent de créer des linéaires performants et des expériences clients réussies. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et surtout, retrouvons-nous sur LinkedIn et Instagram pour continuer ces discussions. Le design dans le retail, c'est souvent vu comme un supplément d'âme, une sorte de vernis esthétique sur le commerce. Pourtant, et pour certains, c'est bien plus. C'est une manière de penser le lieu comme un levier d'expérience, d'émotion et de cohérence stratégique, voire cohérence de marque. Alors aujourd'hui, on en parle avec Pierre, designer retail, qui en plus place l'humain, l'usage et le sens au cœur de ses projets et de sa démarche. Bon, allez, écoute, c'est parti. Donc aujourd'hui, déjà, je suis hyper content de t'avoir derrière le micro du podcast pour plein de bonnes raisons. Mais surtout, tu vois, ça fait un petit moment que je veux parler retail design. C'est très connexe et c'est très lié au merchandising. J'ai pas non plus spécialement trouvé de podcast qui parlait de ça. Donc, c'était l'occasion de faire un peu des séries un peu plus thématiques sur ça. Mais voilà, donc Pierre, merci à nouveau d'être là. Et puis, peut-être je vais commencer tout de suite par te donner le micro. Et puis voilà, si tu peux nous en dire un peu plus sur toi, ton parcours, ta vie, ton œuvre, quoi. Mmh. Écoute, c'est un vrai plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup, de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Pour te parler rapidement de moi et de mon parcours, moi je n'ai pas toujours baigné, dans le retail design. D'ailleurs à l'heure actuelle, il commence à y avoir des formations qui mènent au retail design, mais à mon époque, je crois que ça n'existait pas encore. Donc moi j'ai une formation d'architecte. En réalité, c'est mon grand-père qui m'a transmis cette fibre-là. J'avais un lien Et- très fort avec mon grand-père et qui était architecte et ça m'a vraiment donné envie d'exercer ce métier très tôt d'ailleurs, hein. Je me souviens qu'au collège, quand on avait à peine 14-15 ans et quand on nous demandait ce qu'on voulait faire, j'avais la chance de déjà savoir que je voulais me lancer dans l'architecture. Ok. Je me suis spécialisé dans l'architecture du patrimoine. J'en parle parce qu'en fait, en en préparant un peu ce podcast, puisque j'ai un peu imaginé comment parler du métier, comment parler de moi, j'ai réalisé une chose que je n'avais absolument jamais réalisée, donc c'est super intéressant, c'est que finalement, le lien entre l'architecture du patrimoine et le retail design, il est assez évident, mais on pourra en parler plus tard. Mais donc, je me suis spécialisé pendant mon master dans l'architecture du patrimoine, donc dans la reconversion du patrimoine bâti, c'est-à-dire respecter quelque chose qui est déjà là, qui a une existence, qui a une histoire, qui a un ADN, et l'emmener un peu plus loin. Voilà. J'ai bossé ensuite pendant 4 ans sur Paris. Je l'ai pas précisé, mais je venais de Nancy. Moi, je suis originaire de Lorraine, hein. Originaire de Metz. J'ai fait mes études à Nancy. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai bossé 4 ans en agence d'architecture à Paris sur des projets assez conventionnels de l'habitat, de l'hôtellerie, quelques restaurants, quelques premières boutiques. Donc sans le savoir, je commençais déjà tout doucement à toucher un peu au retail design. Ensuite, j'ai créé mon agence d'architecture en 2015 à Lille. Je me suis installé à Lille à ce moment-là. Donc c'était vraiment une agence d'architecture. Je pensais dessiner des maisons, dessiner des appartements, ce que j'ai un peu fait au début, mais en fait très rapidement, j'ai eu l'opportunité de bosser avec une agence de retail design qui s'appelait à l'époque Concept et Signe, par le biais de ma sœur qui travaillait avec cette agence de retail design. Et le contact s'est vraiment bien passé, quoi. Je devais faire une toute petite mission de 3 jours sur un logiciel de 3D. Et en fait, dès la semaine suivante, j'ai été réintégré sur une autre mission. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini par faire un temps complet en tant que partenaire extérieur. Mais j'ai bossé pour cette agence pendant 3 ans et demi. Et donc, c'est là que, très concrètement, j'ai pu vraiment prendre conscience de ce qu'était le retail design, faire connaissance avec cette pratique-là
Et je me Mmh. suis rendu compte que ça me plaisait énormément, pour différentes raisons. Ensuite, après cette expérience donc de 3 ans et demi environ, j'ai été recruté chez Boulanger. J'y suis resté 4 ans au service concept. J'ai plutôt travaillé, sur les espaces, sur les surfaces de vente atypiques. Sur la fin, en tout cas les 2 dernières années, je travaillais plutôt sur les espaces de vente atypiques. Donc j'entends par là, les magasins de centre-ville, les pop-up stores, les shop-in-shop, ce type de sujet, les zones d'expérience aussi en magasin, les formats extrêmement réduits, les formats XS de centre-ville, mais jusqu'à des formats allant, jusqu'à 40 mètres carrés, ce qui est plus qu'atypique Ouais. pour un magasin boulanger. Après cette expérience-là, j'ai été recruté chez Auchan en tant que responsable du concept, pour l'international. Donc là, ça a été une mission, extrêmement challengeante. J'ai eu la chance qu'on me le propose. J'y serais pas allé de moi-même parce que très sincèrement, à l'époque, je m'en sentais pas forcément la légitimité. Mais un cabinet de recrutement m'a proposé cette opportunité. En fait, ça m'a fait, grimper en compétences assez vite puisque j'ai été obligé de me mettre à niveau. Mmh. J'étais, assez à l'aise avec ma pratique du retail design. Pour autant, le management et l'aspect très stratégique, ben, c'est une autre casquette à porter. Et donc j'ai eu très vite des grosses responsabilités. Et donc ça m'a beaucoup aidé sur plein d'aspects, notamment dans mon organisation, dans mes méthodes et des aspects comme la prise de parole en public. Moi qui suis quelqu'un de très timide, ben, assez vite on m'a mis un micro dans les mains pour que je puisse prendre la parole en plénière et Ah raconter ouais. nos sujets. Donc ça m'a un peu bousculé, mais dans le bon sens du terme, vraiment. Et après cette expérience, j'ai créé mon studio qui s'appelle Kozo Studio en 2022. Donc ça fera 4 ans dans pas si assez prochainement. Le temps est passé vite et donc ma volonté à l'époque, c'était de mettre à disposition mes compétences que j'ai pu travailler à la fois chez l'annonceur, chez Boulanger et Auchan, mais également en agence et donc faire profiter mes clients potentiels de ces expériences-là et puis moi vivre des expériences qui soient riches, qui soient variées surtout. Ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis le départ. J'ai vraiment besoin d'une certaine variété dans mon quotidien et le fait d'être à son compte, bah, ça apporte ça de manière très très Mmh. forte. Et ça me permettait aussi de faire les choses à ma manière. Et faire les choses à ma manière, à l'époque, ça voulait dire intégrer la dimension environnementale dans mes projets. OK. Euh, donc ça, c'est quelque chose que tu connais toi sans doute maintenant, mais le fait de travailler pour soi, ben, ça apporte une vraie liberté de prendre les décisions telles qu'on le souhaite, d'en assumer les conséquences. Mais, euh, mais finalement, je me rends compte que quand on fait les choses pour soi, avec ses propres convictions et sa propre vision, ben, finalement, c'est assez facile d'assumer les conséquences et de redresser la barre quand il faut le faire. Euh, Moi, c'est quelque chose vraiment que j'adore. Je m'épanouis beaucoup dans cette expérience et je suis très heureux de m'être lancé à mon compte. Ouais, bah, je Voilà, partage globalement, ce que je parfaitement, peux ouais. te dire de mon parcours. Écoute, top. Pierre, j'avais pas enfin, je l'avais pas percuté avant, mais je crois que, j'étais aussi dans la shortlist pour, le poste de responsable concept à Auchan, à l'époque. Donc Ah, super. Génial. donc on a été en concurrence là-dessus. Bah, écoute, on va s'arrêter là, hein. Écoute, tu m'as pris le poste, voilà. Écoute, bonne continuation Pierre, à plus, hein. Bah, je crois qu'il Non, et cherchait puis vraiment un profil un peu de niche. ouais, ouais, c'était Mais enfin, vas-y, plutôt quelqu'un continuons. qui ouais, quelqu'un autour de la marque, tout ça, c'était moins mon profil et je pense qu'ils ont fait le bon choix, en tout cas. Alors, bah, du coup, on a mis un peu le doigt dessus, enfin, on l'a un peu évoqué. Comment toi, tu définirais le retail design? Moi, j'ai du coup, une vision très, on va dire, très merchandising, très axée sur, bah, finalement, le linéaire. Heu, Quelle définition on peut faire du retail Mmh. design? Mmh. Bah, je dirais que le retail design, à la différence de l'architecture ou de l'architecture d'intérieur que je connais assez bien, c'est avant tout s'imprégner de l'ADN de son client.
Tu vois, et c'est là que je vais reconnecter avec ce que je disais sur la notion d'architecture patrimoniale. Je comprends mieux en ayant fait ce travail de réflexion sur mon parcours et mon attrait pour l'architecture patrimoniale, pourquoi j'adore ce métier aujourd'hui. Parce qu'en fait, avant de commencer à dessiner, la première phase qui est cruciale, je dirais, c'est de comprendre pour qui on travaille et de s'imprégner de l'ADN de l'enseigne ou de la boutique si c'est un indépendant pour qui on travaille, mais de s'imprégner de son identité, de son enseigne, de son histoire, de sa vision, de son manifeste et de respecter ce qui est déjà là et de s'inscrire dans cette logique dans le dessin. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, le dessin, le retail design, c'est juste un vecteur de communication qui doit permettre, dès qu'on rentre dans la boutique, de comprendre la marque, de comprendre son positionnement prix, de comprendre ses valeurs, de comprendre ses intentions. Et on ne peut apporter une bonne réponse que si on prend le temps d'analyser la marque pour laquelle on travaille. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, le retail design, ça concerne différents métiers, je dirais. Je pense qu'il faut. On a déjà un tout petit peu une vision merchandising quand on travaille dans le retail design. En tout cas, c'est important de comprendre le merchandising sans le maîtriser, hein, parce que ça, c'est un autre métier. Alors, il se trouve que le merchandising, je l'ai un peu pratiqué, en tout cas sur le visual merchandising, hein, et non pas ce que j'appellerais le merchandising de densité ou le merchandising plus technique. Mais le visual merchandising fait partie de la pratique du retail design, je pense. Mais c'est important de comprendre comment tout ça fonctionne. Et donc finalement, c'est un métier beaucoup plus technique qu'on l'imagine. C'est pas uniquement faire du beau. Faire du beau, moi aujourd'hui, ça m'intéresse pas vraiment. Faire du beau, j'ai presque envie, pour caricaturer, de dire que c'est assez facile. Et c'est pas ce qui fait un projet de retail design réussi. Je pense pas. Un projet de retail design réussi, c'est un projet qui fonctionne, qui est opérationnel, qui est déployable sur toutes les typologies de sites. Quand on parle d'une enseigne, une enseigne, elle a un parc de magasins existants et un parc de magasins futurs aussi, hein, puisque une enseigne est a priori amenée à se développer sur différents sites. Et donc, un concept, il doit anticiper tous les cas de figure. Ça, c'est hyper important. Et c'est quelque chose que je n'avais pas développé quand je travaillais dans l'architecture, puisque généralement, en architecture, on travaille sur un site donné. C'est très spécifique, c'est vraiment du sur-mesure. Alors qu'en retail design, d'emblée, on pense modularité et on pense adaptabilité du concept, parce que le concept doit pouvoir fonctionner aussi bien sur un site périurbain que dans un magasin de centre-ville, avec des vraies contraintes de hauteur sous plafond, d'espaces très alambiqués, très complexes, voire même d'un pop-up store, tu vois. Enfin, tout ça doit être anticipé pour être efficace et déployable. Voilà. Et j'ajouterais un aspect budgétaire également, parce que un bon concept, pour moi, quand je dis qu'il doit être déployable, c'est qu'il doit être viable en termes de capacité d'investissement d'une enseigne aussi. C'est-à-dire que le piège un peu, c'est on peut sortir un très beau flagship si c'est le brief, si le brief d'un nouveau concept, c'est de faire un magnifique flagship sans trop de contraintes budgétaires. Super, c'est parfait. Par contre, si le brief, c'est de faire un concept déployable et qu'on sort un magnifique flagship, mais que finalement, l'enseigne ne saura pas déployer ce flagship-là parce que ça coûte 3 ou 4 fois trop cher, finalement, le concept est malheureusement raté. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue, parce qu'il va pas être très utile en l'état, sans une seconde passe où il va falloir réfléchir à comment dégrader ce qui a été fait. Et parfois, malheureusement, les concepts ne peuvent pas être dégradés puisqu'il y a des éléments structurants du concept qui, si on les retire, finalement, appauvrissent trop le concept, si bien qu'il n'en reste pas grand-chose. Donc cette vision-là du budget, elle est primordiale également, quoi. On travaille pas de la même manière, je caricature, hein,
exprès, mais Ouais. on travaille pas de la même manière pour le luxe, pour Vuitton, que pour la grande distribution. C'est évident. Et les deux sujets sont passionnants, mais ils se travaillent différemment. Bon, pardon, je Ah suis non, un mais peu c'est hyper parti dans tous intéressant. les sens, mais Non, 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 pour te mais répondre, c'est un peu ça ma vision du retail design, et c'est ce qui différencie le retail design de l'architecture. non, mais ça, c'est hyper intéressant et ça fait sens, hein, tu vois? Enfin, je pense qu'on a tous vu, des tests ou des mises à jour de concepts et finalement on se fait plaisir, on fait des choses très, très quali et quand on se pose la question de: «Bon, bah, comment on déploie sur 50, 100, voire plus de magasins?» Tu dis: «Ah ouais, en fait, mine de rien, bout à bout, ça coûte un peu de pognon» et là, arrive la Mm. décision de, bah, on dégrade et on dégrade sur les matériaux, sur, plein de choses et la promesse de départ, elle est vachement, délitée et c'est dommage, quoi. Donc Absolument, absolument. en tout cas, c'est hyper intéressant, c'est que, de savoir à quel point tu t'appuies sur, voilà, bon, des notions forcément de design, mais beaucoup sur aussi le branding, sur, voilà, des plateformes de marque, sur, des manifestes de marque. Donc il y a un vrai travail finalement de traduction de la marque, on va dire en quelque chose de tangible, de physique. Voilà. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Et je pense que le fait d'être passé chez l'annonceur, chez Boulanger, chez Auchan, m'a apporté des billes dans cette lecture-là de retranscription des intentions. Mmh. Ne serait-ce que de comprendre vraiment le fonctionnement interne, tout ce qui se joue en termes de communication interne, comment aller convaincre, euh, comment structurer un concept, quelles sont les réelles attentes et comment tout ça se travaille dans un second temps sur la partie optimisation du budget. Je pense que le fait d'avoir pu travailler chez l'annonceur est une vraie chance pour mieux comprendre aujourd'hui les attentes de mes clients. Avec la suite de l'épisode. Alors nous, on s'est connus parce qu'on a travaillé, ensemble, enfin j'avais fait appel à toi, bah, il y a quelques années, hein, pour un sujet autour, de la papeterie chez Cultura. Hem, est-ce que tu peux nous parler d'un projet, bah, soit récent ou un projet en tout cas qui t'a marqué et savoir, bah, voilà, comment tu as fait en termes d'approche? Comment tu l'as construit? Finalement, c'était qui tes business partners? Tu parlais de merchandiser, tout à l'heure. Voilà, Mmh. comment en tout cas tu travailles ces collaborations, tes contraintes, tout ça? Ben, je pourrais parler de 2 sujets extrêmement différents. Là, le sujet dont j'aurais envie de parler, il est un peu atypique parce que, dernièrement, j'ai plutôt travaillé pour des grandes enseignes. J'ai beaucoup travaillé avec Auchan, notamment, ces dernières années, sur des sujets de plus en plus gros. Un petit sujet de merchandising au départ et puis finalement, de fil en aiguille, j'ai fini par travailler sur l'ensemble de l'univers du bébé, ce qui comprend l'alimentaire, le textile pour habiller son bébé, les jouets, la puériculture, tout ça, sur Ouais. l'animalerie également. Donc plutôt des gros sujets pour l'international. Mais là, j'ai plutôt envie de te parler d'un sujet assez récent. C'est une boutique dans le Vieux-Lille qui s'appelle Momentum. Donc c'est Ah! vraiment pour un indépendant qui vend des produits de décoration, du mobilier, de la décoration principalement. Et j'ai envie d'en parler parce que c'était une belle aventure humaine et que c'est quelque chose d'assez structurant dans ma pratique aujourd'hui. Euh, et donc en fait, la demande, elle était de réaménager la boutique et de repenser le desk d'accueil. Et j'ai pris énormément de plaisir à bosser sur ce sujet-là, parce qu'en fait, on s'est très bien entendu avec Antoine, qui tient la boutique, et, euh, et on s'est très bien entendu aussi avec les menuisiers. C'est une, une petite entreprise, une petite structure qui s'appelle Faubourg Studio, et j'en profite pour les saluer. Euh, et en fait, eux ont réalisé le mobilier que j'ai pu dessiner, et ça a été une aventure humaine jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'on a pris plaisir à concevoir le projet ensemble avec Antoine, et puis on a fait un rendez-vous sur site avec Rémi de Faubourg Studio, qui nous a invités dans son atelier pour qu'on voit les détails de la réalisation. Je suis repassé sur place plusieurs fois
pour accompagner un peu la mise en place du projet. Et tout ça a été très fluide et très intéressant. Et ce que je peux t'en dire un peu plus concrètement, bon, j'ai accompagné Antoine sur le réaménagement de la boutique dans sa globalité, sur le choix des couleurs, du traitement de l'espace intérieur. Et j'ai un peu plus en détail, j'ai aussi dessiné son meuble d'accueil. Et il fallait que ce soit simple, efficace, assez peu onéreux, pardon. Et le choix que j'ai fait, voilà, je trouvais ça intéressant alors que c'est un projet extrêmement simple, mais la démarche était de dire j'ai envie que tu puisses avoir un meuble très fonctionnel, assez peu coûteux, mais qui te permette de mettre en scène un produit que tu vends. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire quand j'en ai l'opportunité. Ikea le fait très bien à une autre échelle, tu vois, mais Ikea décore ses mises en scène, ses zones de théâtralisation avec des produits Ikea. Évidemment, c'est du bon sens, mais quand tu peux mettre en scène des produits que tu vends, je pense que tu coches 2 cases en fait. T'es à la fois fonctionnel et en plus quelque part tu crées quelque chose qui a du sens parce que tu prouves que les produits que tu proposes sont fiables puisque tu les utilises toi-même en tant que professionnel. Donc en fait, j'ai mis en scène des cagettes, les fameuses cagettes de la marque Hey, la marque danoise Hey, qu'on voit un peu partout, les petites cagettes en couleur qui sont empilables. Et j'ai intégré ça d'une manière très visible dans son meuble pour qu'il puisse ranger ses affaires, ses stylos, ses cahiers, voilà tout ce qu'il a besoin de ranger au quotidien. Mais c'est très assumé et c'est mis en avant. Ce que j'aime bien, c'est que tu viens construire le meuble avec des produits, mais en plus, du coup, tu deviens très modulable et très évolutif, puisqu'en fait, ces cagettes ont la caractéristique d'être de couleurs très variées. Et donc, en fait, si tu veux, son meuble, c'est la première chose sur laquelle tu tombes quand tu rentres dans la boutique, tu vois son meuble d'accueil. Et ben, en fait, il peut le faire évoluer au fil des saisons, au fil des envies, pour Noël, par exemple, il va pouvoir redessiner son meuble d'accueil lui-même en changeant sa façade qui est composée de ces fameuses cagettes de chez Hey. Et j'adore cette idée que lui-même puisse prendre la main sur le look de sa boutique et qu'il puisse la faire évoluer à son gré, à son envie, de manière autonome et qu'il puisse même dépasser un peu ce que moi-même j'avais imaginé. Donc, quelque part, je lui fournis un outil et il se l'approprie et il en fait ce qu'il veut et j'aime bien cette idée-là. Et c'est top. Exactement. Voilà, donc c'est un tout petit sujet, mais qui pour moi est plein de sens. Et j'aime bien cette idée. C'est un exemple très différent, mais Apple le fait super bien, je trouve. Apple, quand ils t'accueillent dans leur boutique, finalement tout le parcours de course, tout le parcours de preuve de la valeur des produits et tout le parcours d'achat et d'encaissement se fait sur iPhone ou sur un iPad. Et je trouve que c'est la meilleure preuve de la valeur de leurs produits, puisque finalement, si toute la logistique de la boutique repose sur un iPhone ou un iPad, ça veut bien dire qu'ils ont une confiance ultime dans leur outil. Et donc, toi-même, en tant que client, consciemment ou inconsciemment, tu vois bien que c'est un outil qui est fiable, en fait, puisque toute une boutique Apple repose dessus. Et donc, j'aime bien cette idée, en fait, de venir intégrer les produits qui sont vendus dans les outils utilisés au quotidien par les équipes. Voilà. Okay. Ouais, c'est tout bête, mais tu vois. Comme approche, ouais. J'aime bien cette idée-là. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire passer aussi quand j'étais chez Boulanger à l'époque, mais ça me semble tellement évident quand tu vas travailler un point vendeur. Tu vois, c'est quelque chose que tu as pu travailler par le passé en interne, mais tu travailles un point vendeur. Toutes les enseignes sont concernées par des points vendeurs. Ça me semble tellement évident de profiter du fait de devoir travailler à un point vendeur pour mettre en avant certains des produits que tu vas pouvoir vendre en magasin. Tu vois, souvent dans un point vendeur, tu vas avoir un ordinateur, un écran, une imprimante. Si tu es dans une enseigne de multimédia comme Boulanger, ça me semble évident que c'est un super moyen de mettre en scène ces produits-là. Et finalement, pour caricaturer, tu as juste à coller une petite étiquette sur cet écran, sur cet ordinateur, sur cette souris, sur cette imprimante. Une petite étiquette prix, une petite étiquette qui vante les caractéristiques du produit.
Et finalement, tu es à la fois fonctionnel et tu es plein de sens parce que tu vas en profiter pour démontrer les qualités de ces produits-là. Ouais, c'est vrai. Puis Voilà. dans le parcours client, ça Je suis reste aussi parti un loin dans cet point de exemple-là. contact. Ouais, ouais, non, mais c'est très bien. Mais tu vois, Ouais, ouais, ça reste absolument. aussi un point de contact dans le parcours client. Tu peux reprendre la parole. Tu as Mm. tout à fait raison. Et alors, j'im- je, voilà, c'est comme dans tout projet. Donc, bien évidemment, tu vas me dire que tu poses un cadre. Donc, forcément, un cadre budgétaire, un cadre en tout cas de Mhm. timing, etc. Mais sinon, toi, t'es quel genre de, on va dire, Mhm. de retail designer? T'es du genre à vraiment laisser beaucoup de latitude, ou à l'inverse, tu vas être du coup un garde-fou du fonctionnel, ou un garde-fou de la déployabilité de ce que tu vas proposer? Comment, enfin, quelle approche finalement t'as avec tes clients? J'ai envie de te dire que je m'adapte selon la situation. Mais évidemment, comme je le disais, moi, la seule perspective de faire du beau ne m'intéresse pas trop. En tout cas, elle n'est pas suffisante. Évidemment, hein, par mon parcours, j'ai envie de faire du beau, hein. Et quand je commence à travailler sur un sujet, une des ambitions seulement, est de livrer un bel espace et de livrer une belle identité graphique. Mais c'est un élément parmi beaucoup d'autres tout aussi importants. Et donc, je pense que les garde-fous sont primordiaux, vraiment. Je pense qu'aboutir à une charte de déploiement, à un book très structuré, c'est primordial pour avoir un parc de magasins qui a de la force, qui a une identité extrêmement forte et efficace. Pour autant, je pense qu'on peut apporter Hmm. de la liberté aux magasins, aux opérationnels, c'est très important aussi, mais tout ça doit être anticipé, en fait. Il faut, je pense, déterminer un peu en amont avec les équipes concernées. Et ça, on pourra en reparler aussi de comment fédérer des équipes autour d'un projet, parce que c'est primordial pour réussir, pour aboutir à un projet réussi. Mais il faut déterminer avec les équipes à quel point ils souhaitent être libres et pour quelles raisons, et l'intégrer au projet. Je pense que sur des aspects de localité, de saisonnalité, il faut pouvoir laisser la main Ouais. aux magasins, aux opérationnels, parce que c'est eux qui savent en fait, tout simplement. Ils vont être plus pertinents, donc ça sert à rien d'essayer de penser à leur classe. Ils sauront mieux que nous. Par contre, ça n'empêche pas de cadrer ces éléments-là en les accompagnant, en leur fournissant des bons outils pour qu'ils puissent être mieux en mesure d'être libres de travailler les espaces comme ils le souhaitent. Mais sur un espace saisonnier, on peut mettre en place des outils, des maquettes graphiques sur lesquelles ils vont pouvoir s'appuyer, définir des scénarios d'usage différents sur lesquels s'appuyer pour proposer des solutions, proposer des pistes, pour leur donner des idées. Mais je trouve ça hyper intéressant, surtout aujourd'hui, hein. Ça, c'est quelque chose qui me passionne vraiment dans le retail design. Mais le retail, c'est quelque chose qui est... Le commerce, en règle générale, c'est quelque chose qui est extrêmement nerveux, qui évolue extrêmement vite. Et donc, personne n'est capable aujourd'hui de savoir quel visage aura le retail dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et donc, quelque chose d'intéressant aujourd'hui, c'est que je pense que les clients, les consommateurs, les visiteurs de surface de vente ont de moins en moins envie d'environnements lisses. Et donc, c'est important de laisser la main aux magasins, aux opérationnels, parce que il faut recréer du contact. C'est ce que viennent chercher aussi les consommateurs quand ils font l'effort de se déplacer. Euh, c'est pour venir chercher une expérience, un contact privilégié. Donc, pour ça, il faut pouvoir laisser la main aux opérationnels. C'est hyper important. Voilà. Mais pour revenir sur cette histoire de charte, pardon, je pense que oui, c'est primordial de verrouiller un minimum les choses, parce que sinon, ça laisse trop de latitude et on est sur des sujets trop subjectifs sur lesquels tout le monde peut avoir un avis et tout le monde va pouvoir un peu travailler les choses de manière avec des envies, des ambitions très différentes. Et donc, il faut pouvoir poser des guidelines sur lesquels s'appuyer et dans l'optique d'avoir juste un parc de magasins cohérent, quoi, d'avoir une identité qui soit respectée sur tous les points de contact d'une enseigne. Hmm.
rebondis Voilà sur ce que ma tu disais vision. juste J'espère que avant. ça répond à ta question. Non, non, mais ça répond Mmh. parfaitement. Mais tu vois, tu parlais alors je sais plus comment tu l'as exprimé, mais d'intégrer les équipes au processus, hein, Mmh. de travail. Moi, ça fait écho, hein, tu vois, à un moment donné, on s'est retrouvé avec, des meubles enfin, c'est une sorte d'accueil de réparation, enfin, c'était un petit mobilier pour réparer, Mmh. des instruments de musique, voilà, mais bon, ça a été fait en vase clos. Ouais. Donc voilà, d'un point de vue esthétique, c'était très beau, hein, pas de sujet particulier, mais un meuble de réparation, qui n'intégrait pas, par exemple, une prise électrique ou, un point, enfin, je sais plus, pour ranger les outils. Donc l'opérationnel, quand il a eu ça, il a dit: «Mais ça sert à rien, enfin, moi, je vais pas réparer une guitare, si j'ai pas, la Mmh. possibilité de me brancher». Donc voilà, derrière, quand tu refais le projet, que tu réintègres les Mmh. équipes, en effet, fais tout réévoluer et ça a du sens et c'est porté par les équipes. Mais voilà, en tout cas, ce que tu exprimes et ce que tu as dit juste avant, c'est aussi un point fort du merchandising. C'est, enfin, pas un point fort, mais en tout cas un point extrêmement important de co-construire avec les équipes, enfin, ceux Mmh. qui font vivre ça au quotidien, le terrain, quoi. Donc ça, c'est top. Mmh. Tu les intègres, par exemple, au brief de départ ou finalement tu es plutôt, à faire des points de contact réguliers quand, tu as des choses un peu plus abouties? Mmh. Les 2, les 2. Bah, juste pour aller un tout petit peu plus loin, et ça va me permettre de te répondre, je pense qu'il y a 2 aspects très différents, sur le fait d'intégrer les équipes et de fédérer. En fait, il y a déjà, pour livrer un bon projet, c'est essentiel de comprendre quels sont les besoins des opérationnels. Ça me semble évident, mais c'est pas toujours, j'ai pu voir par le passé que c'était pas forcément, respecté, par tous. Mais franchement, il faudrait vraiment être très, très prétentieux pour imaginer savoir mieux que les équipes sur place de quoi ils ont besoin, de quels outils ils ont besoin pour bien travailler. Moi, c'est vraiment pas la manière dont j'ai choisi de travailler. Donc, en fait, un des aspects, c'est déjà, vraiment, avant même de commencer à sortir son stylo pour, dessiner les premières esquisses, il y a tout un travail d'analyse et de compréhension, parfois d'interview, hein. Souvent ça c'est structuré de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on anticipe le fait d'avoir, des discussions avec les équipes opérationnelles en magasin et au siège pour savoir, exactement quel est leur quotidien, comment le magasin fonctionne au quotidien sur plein d'aspects différents. Et, une fois qu'on a compris ça, on peut commencer à travailler, et seulement à ce moment-là. Mais il y a un autre aspect, c'est là-dessus que je voulais appuyer aussi, c'est cette notion de fédérer les équipes. Parce qu'au-delà de Mmh. comprendre quels sont les besoins opérationnels, il y a aussi un aspect humain qui est bien légitime, d'embarquer les personnes qui sont concernées, tu vois. Et quand on dessine, en fait, l'aboutissement d'un projet de retail design, c'est juste de livrer des outils, en fait, aux équipes magasins. Donc, ça n'a pas de sens de ne pas les embarquer. Et souvent, c'est mal vécu et ça peut créer des vrais freins dans le développement d'un projet et dans l'appropriation des outils une fois que le projet est livré. Si tu livres des outils à des équipes qui n'ont pas été consultées, eh ben, assez légitimement, elles vont se sentir frustrées et elles vont avoir plus de mal à adopter ces outils-là. Il y aura une forme de méfiance, tu vois. Mmh. Et je pense que c'est vraiment logique, en fait, juste de les respecter et de les intégrer dès le départ et de discuter, et de leur laisser une place qui est maîtrisée, hein, mais de leur laisser une place dans la construction du projet. Un bon projet de retail design, je pense que c'est un projet qui est co-construit, ça me semble évident. Mais c'est co-construit à la fois par les équipes concept en interne, au siège, les équipes marketing, les équipes merchandising, mais c'est aussi co-construit avec les équipes opérationnelles sur place qui vivent avec ces outils-là au quotidien. Et c'est les respecter que de les consulter au départ. Et donc, en fait, ça c'est aussi quelque chose d'important que j'ai compris en travaillant en interne chez Boulanger et chez Auchan. Mais comprendre comment tout ça fonctionne, y compris d'un point de vue que j'appellerais politique, hein, parce que c'est un petit peu de la politique, Ah. c'est primordial pour aboutir à un bon projet. Il faut savoir fédérer, il faut savoir embarquer les bonnes personnes au bon moment. Et donc, pour répondre plus précisément à ta question, oui, il y a une première étape où on va consulter toutes les personnes concernées. Et après, évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut
Il faut savoir faire le tri dans les réponses qu'on va obtenir. Il faut savoir faire le tri entre ce qui est pertinent, ce qui l'est moins, ce qui est essentiel. Et surtout, quand on est missionné sur un projet, c'est pour changer certaines choses, faire évoluer certaines choses. Donc, quand les réponses sont « on a toujours fait comme ça, donc ce serait bien de pouvoir continuer à faire comme ça », il faut faire preuve d'un peu de discernement pour savoir si à quel point c'est pertinent, tu vois. Des fois, ça vaut le coup de bousculer un peu les choses, de bousculer les usages, parce que c'est un effort qui va emmener l'enseigne un peu plus loin. Donc, évidemment, on est aussi missionné pour ça. Ouais. Donc, première étape, on s'imprègne du quotidien des magasins, de l'opérationnalité. Et oui, après, on a des rendez-vous réguliers pour présenter les avancées du concept, prendre en compte toutes les remarques et donc s'imprégner un peu des retours pour amener le projet, faire en sorte qu'il soit le plus efficace, le plus opérationnel et le plus déployable possible. Mais il faut savoir bousculer aussi. Donc, tu vois, il y a un vrai sujet de recul, de prise de recul, d'analyse sur les retours pour choisir ce qui mérite d'être bousculé parce qu'on pense que ça vaut le coup de faire différemment. Mais il faut aussi savoir faire preuve de pédagogie. Il faut pouvoir l'expliquer. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, à t'écouter, bon, il y a des vraies passerelles entre le merch parce que tu parles de co-construction, tu parles de client, mais avec un S, enfin ton client forcément final, ton client interne. Donc il y a vraiment, et ça me marque quand je t'écoute, cette passerelle ou alors cette façon de travailler, cette méthodologie de travail, elle est hyper similaire. Donc c'est hyper intéressant de réaborder Super. ces sujets-là. Mm. Je sais que tu es quelqu'un d'engagé, d'engageant et d'engagé. Mhm. Euh, voilà, je voulais aussi qu'on aborde un peu dans une troisième partie tous ces aspects-là. Ta vision des choses aussi sur un design éthique, sobre, peut-être plus responsable. Comment toi, en fait, tu te sens par rapport à ça, mais comment tu arrives à l'intégrer? Mm. Est-ce que c'est plutôt dans des approches, dans des matériaux? Voilà, en tout cas, déjà, est-ce qu'on peut vraiment aujourd'hui est-ce qu'on arrive à parler vraiment de design ou de retail design plus engagé? Alors oui, très clairement. Très clairement, on peut le faire de plein de façons différentes. Et je pense que c'est essentiel de le faire quand on peut le faire sur les sujets qui le permettent. Moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Ça donne beaucoup de sens à mon travail de pouvoir intégrer ces aspects-là. Euh, alors, il y a plein de façons, il y a plein de points différents. Déjà, je pense qu'on peut ouvrir des portes vers d'autres façons de concevoir le commerce. Ça, c'est un des aspects de ma pratique. C'est pas uniquement dessiner des meubles ou des espaces, c'est aussi proposer stratégiquement d'autres visions du commerce. Et je vais te citer un exemple qui me marque moi. Il y a une boutique dans le Vieux-Lille qui s'appelle Culture de Nîmes, que j'aime beaucoup, qui vend du textile, qui vend du vêtement pour hommes. Plutôt des produits de bonne qualité, des tissus épais qu'on va garder longtemps. Et en fait, ils ont créé un petit corner de seconde main. Ils vendent du neuf, on ne se parle pas d'une friperie, c'est un magasin qui vend du neuf, mais ils ont créé un petit corner de seconde main. Et ce corner de seconde main, à la différence d'une friperie, il respecte la direction artistique de sélection des produits de la boutique. C'est-à-dire que c'est un corner qui ne propose que des produits de marques vendues par la boutique ou alors de marques similaires, c'est-à-dire que c'est la même stratégie de sélection de produits. C'est des matériaux qui sont très durables, des textiles bien épais qu'on va garder longtemps. Et dans le look des vêtements, on va, a priori, si tu aimes la boutique, tu vas aimer ce qui est proposé dans l'espace seconde main pour dire les choses de manière plus claire. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, du coup, la boutique qui ne vendait que du neuf s'ouvre à une démarche plus responsable. Mais en plus, cette démarche-là responsable, elle est vertueuse pour la boutique. Moi, en tant que consommateur,
très clairement, à chaque fois que je passe dans le coin, j'y retourne, juste parce que du coup, ça te crée un corner qui est très évolutif. À chaque fois que j'y passe, je vois de nouveaux vêtements proposés et j'achète souvent des vêtements dans cet espace de seconde main parce que j'ai l'esprit tranquille, moi qui suis assez vigilant à ce que j'achète aujourd'hui, la manière dont je consomme. Quand j'achète de la seconde main, je me pose moins la question de l'impact que va avoir mon achat sur la planète, donc j'ai vraiment l'esprit tranquille. Euh, En plus, en fait, ça n'a que des avantages parce que du coup, ça crée de la fidélisation. Donc, évidemment que comme je suis, cette façon de faire en fait me fidélise. Donc, à chaque fois que je peux passer dans la boutique, quand je suis dans les parages, j'y passe pour voir quelles sont les nouveautés. Donc, forcément, je vois aussi les nouveautés du neuf. Donc là, les clients vont aussi être amenés à fréquenter plus souvent la boutique. Et puis, si ta problématique elle est plutôt financière, évidemment, la seconde vie te permet d'acheter un produit 3, 4 fois moins cher, donc tu peux acheter plus souvent. Enfin, ça n'a que des avantages en fait, à la fois pour les consommateurs et pour les personnes qui tiennent la boutique, puisque ça fidélise et ça permet de faire revenir plus souvent les consommateurs. Donc ça, je trouve ça intéressant de se mettre en tête en fait que penser responsable, ce n'est pas forcément se créer des contraintes. C'est potentiellement euh, être plus en accord avec les consommateurs actuels, et je pense notamment aux plus jeunes, qui sont les plus aiguisés sur le sujet, et ça peut avoir une vraie valeur ajoutée dans la boutique. Voilà. Donc, pour te répondre, il y a déjà cet aspect-là de réfléchir à l'offre. Là, c'est plutôt un sujet d'offre. C'est pas mon expertise première, mais je peux suggérer ce type de solution. Après, la partie la plus visible, on va dire que elle se situe dans le choix des matières, des matériaux. Évidemment que maintenant, moi je trouve ça passionnant parce qu'en fait aujourd'hui, en tant que designer, je peux travailler avec des matières qui n'existaient pas il y a 5, 10, 15 ans. C'est fascinant. Il y a énormément de boîtes qui se développent et qui proposent des panneaux de matériaux recyclés. Je vais citer un exemple qui est local, mais il y a une entreprise qui s'appelle la Westerial, qui est située sur la métropole lilloise. Ça te parle? Ah ouais, j'adore. C'est eux qui récupèrent les coquilles de moule. Ouais. Exactement. En fait, ils proposent des panneaux qui sont exploitables, que tu peux utiliser pour du mobilier, pour faire des plans de travail, des crédences, des meubles, en coquilles de moule, en coquilles d'huîtres recyclées, en pare-brise recyclées, en porcelaine recyclée, en briques recyclées. Donc toute une diversité, toute une richesse de matériaux qui n'existaient pas. Et ça, c'est super intéressant parce que être designer, c'est jouer avec la matière. Et donc, pendant très longtemps, on a été limité par les matières qui existaient, le bois. Alors, il y a une grande diversité de bois qui existe, mais on travaillait avec le bois, le marbre, le verre, le béton, le métal. Mais maintenant, on peut faire rentrer dans notre manière de dessiner des matières qui n'existaient pas. Et donc, on peut raconter des histoires nouvelles. Et raconter des histoires nouvelles, c'est le cœur de notre métier, en fait. Puisque si tu arrives à raccrocher... je te parlais de briques, tu vois, de panneaux de briques recyclés. Si tu utilises des panneaux de briques recyclées en surface de vente et que tu as une prise de parole qui raconte l'histoire de cette brique recyclée, tu peux du coup parler de localité et de démarche engagée qui a du sens. Il y a pas mal de marques qui le font aujourd'hui. Je pense à Fago qui le fait très bien. Fago, ouais. Je ne sais pas exactement comment ça se prononce, mais tout leur concept actuel, il est basé là-dessus et ils font ça extrêmement bien. Et ils ont des panneaux de textiles recyclés au mur qui sont utilisés. Ils ont des panneaux de plastique recyclés qui sont utilisés sur leur table en habillage. Et tout ça a beaucoup de sens puisque Fago est une marque qui parle d'engagement pour la planète. Il y a également Jules qui est un bon exemple récent. Donc dans tout le dernier concept de Jules, il y a à la fois un engagement sur l'offre et le fait sur l'offre parce qu'il propose des produits qui intègrent beaucoup plus de matières recyclées, sur le fait de récupérer également pour recyclage des vêtements des consommateurs. Donc ils ont des bacs intégrés en surface de vente pour récupérer des produits.
Et dans le concept, dans ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, dans le design des meubles et des espaces, ben, ils viennent intégrer toute une diversité de matières recyclées qui a beaucoup de sens puisque leurs tables actuellement sont habillées en textiles recyclés, des gros pavés de textiles recyclés. Ouais. Et donc vendre du textile qui est engagé puisqu'il intègre de la matière recyclée en utilisant de la matière recyclée, bah bien sûr que c'est un super beau terrain de jeu pour raconter une histoire pleine de sens. Et donc tout ça, c'est à la fois du design, mais aussi du merchandising et du branding, et tout ça est très 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 lié. Et c'est ce que je racontais au tout départ en disant que finalement le retail design devait servir une enseigne, une marque et mettre en valeur un manifeste d'enseigne. Et normalement, quand tu rentres dans un point de vente, assez rapidement, tu dois comprendre quel est le positionnement de l'enseigne Ouais. parce que le design est un outil de communication. Alors je pense à un client là que j'accompagne depuis plusieurs mois, tu vois? Eux, ils ont au départ, hein, une approche très, design parce qu'ils se sont dit: «Tiens, on va refaire le magasin et on va passer par un archi et donc on va, repenser, meubles et Mhm. cetera». Donc ils ont avancé dans la démarche. Puis après ils se sont dit: «Mince, ce qu'on fait, est-ce que, c'est commerçant?» Et hop, à ce moment-là, bon, bah, quelques temps après, ils ont intégré une démarche, merchandising et ça a été vertueux parce que, bah, du coup, Mhm. on avait certes un cadre de jeu, on va dire, de design et de meubles, mais on a pu faire évoluer plein de choses et on a pu reposer certaines décisions. Hem, la question que j'aimerais te poser, Pierre, c'est, étant donné qu'on a beaucoup de magasins qui sont pas des grosses enseignes, hein, qui sont, des indépendants ou des petites structures de, moins de 5 boutiques. Est-ce qu'il y a un peu, des tips ou, des petites solutions, faciles à mettre en place ou alors, des petits réflexes à avoir en tête pour se dire: «Bah, tiens, il est temps de faire évoluer mon retail design» ou alors: «Bah, tiens, à moindre frais, je peux commencer à initier une démarche là-dessus». Est-ce que tu as, est-ce que tu as des petites astuces comme ça à nous partager? Mhm. Alors des astuces, il y en a une infinité et c'est ça que j'adore dans mon métier. En fait, tu peux vraiment t'adapter à tous les cas de figure. Il y a plein de façons de travailler ce que tu évoques là. Moi, ce que je dirais en premier lieu, il y a une chose à laquelle je suis très très attaché dans mon travail, c'est la notion de modularité. Et donc, si tu parles de modularité, tu parles aussi d'évolutivité. Et on en parlait un petit peu plus tôt, mais aujourd'hui, personne ne peut savoir comment le retail va évoluer ces prochaines années. Et donc, un concept un magasin, en tout cas une surface de vente, plus que jamais, doit être évolutive. Une surface de vente qui est figée, bah ça va limiter le commerce. Ça va devenir très 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 contraignant pour les exploitants, pour les opérationnels sur place. Donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, y compris pour une petite boutique, pour un indépendant. Faut vraiment, je pense, d'emblée penser modularité. Donc faut absolument éviter de faire du sur-mesure parce que en fait, ça va très 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 vite devenir une contrainte. Donc la première chose et ça n'implique même pas de budget, ça n'implique même pas d'engagement financier en fait. La première chose à laquelle réfléchir, je pense, c'est ça, c'est la modularité de son espace pour que tous les 2 mois, tous les 6 mois, tous les ans, peu importe, on puisse le faire évoluer et s'adapter à l'évolution de l'offre ou juste l'évolution de sa stratégie personnelle. Ça, c'est hyper important et il y a plein de façons de le faire. On peut le faire avec des moyens qui sont, euh, avec des investissements qui sont très faibles. Tu prends, c'est quelque chose que je trouve très rigolo, mais tu pars d'une gondole, tu vois, quelque chose, un meuble vraiment très basique qui ne coûte pas cher du tout. Tu parles d'une gondole qui est vraiment l'objet mobilier le plus Mmh. évolutif possible, parce que tu as des crans partout et tu as une énorme latitude de disposition, de hauteur de tablette, tu peux remplacer une tablette par une barre de charge, par des broches, tu fais un peu tout ce que tu veux avec une gondole. Bah, en fait, une gondole, c'est assez facile à habiller. Donc, pour un magasin qui a peu de moyens, tu peux partir d'une gondole et puis juste réfléchir à habiller cette gondole pour faire oublier l'aspect très grande distribution d'une gondole, l'aspect très impersonnel d'une gondole. Et un simple habillage peut faire beaucoup. Et de toute façon, on exerce un métier où l'habillage joue beaucoup, hein, plus que dans l'architecture. Tu peux travailler une surface de vente, pardon, où tu peux avoir un impact énorme juste en travaillant
communication imprimée que tu vas travailler en habillage un peu partout et très vite, tu peux avoir un impact très fort. Donc voilà, pour revenir à ça, je pense que la modularité, c'est vraiment la chose essentielle qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'il faut savoir prendre du recul aussi sur sa pratique pour euh, pour se remettre. Il y a un petit exercice d'empathie. C'est intéressant parce qu'on est tous consommateurs en fait. Qu'on soit retail designer, qu'on tienne une boutique, on va tous faire des courses. Donc on est tous concernés, on est tous consommateurs. Et des fois, il faut faire l'exercice. C'est important de se repositionner à la place d'un consommateur lambda en mettant de côté toute son expertise, toute sa technicité euh, et repenser d'une manière un peu plus concrète, terre à terre. Et ça permet de se refocuser un peu sur ce qui est vraiment important quand on rentre dans ma boutique. Qu'est-ce qu'on voit en premier? Et souvent, ça, quand on est vraiment la tête dans le guidon à tenir une boutique, et je l'ai vu récemment avec Momentum, hein, euh, Antoine, il est vraiment tout le temps la tête dans le guidon et c'est bien normal parce qu'il gère sa boutique et qu'il a énormément de travail et donc il a peu d'opportunités de prendre du recul et de se reposer la question de ce que voient les consommateurs, enfin les visiteurs plus que les consommateurs quand ils rentrent dans la boutique. Quels sont les premiers éléments visibles? Et ça, c'est un autre aspect qu'il faut vraiment ne pas oublier, quoi. Comment est vécu l'espace réellement? Parce qu'en fait, quand on tient une boutique, on réfléchit vraiment dans le détail très vite. Il faut savoir reprendre de la distance régulièrement et refaire cet exercice-là, c'est vraiment primordial. Ouais, Voilà, donc reprendre de c'est la pas hauteur. réellement des tips, des astuces. Euh, Ouais, bah Si, quand en même. quelque sorte, ça Ouais, en est. si, quand même, hein, t'as dit prendre de la hauteur, arriver un peu à sortir la tête du guidon quand même, et c'est Mm. tout à fait ça. Et après, la notion de modularité. Et je rebondis hein, sur ça parce que ben, notre sujet en commun avec Cultura, ça a été ça aussi votre proposition, c'est que on est parti de notre gondole classique hein, qui est dans tous les magasins Cultura. Et vous aviez fait des propositions Mm. d'habillage, de mobilier, de petits accessoires. Et en fait, d'une gondole brute avec des produits, votre approche l'avait transformé un peu en mobilier comme à la maison. Et on avait l'impression d'avoir le bureau à la maison. On retrouvait vraiment ce côté Mm. home office, enfin télétravail. Et donc voilà. Et surtout qui était évolutif parce que bah un magasin qui avait peut-être plusieurs mètres, il avait un full package et il y avait cette notion un peu d'homothétie et on retirait des éléments Mm. pour arriver à un truc très essentiel, mais qui dénaturait pas ce côté bureau. Voilà. Ouais, absolument. Ouais, c'est un très bon exemple. Effectivement, ça illustre bien ce que je racontais juste avant. Euh, On avait tout à fait, donc je dis on puisque c'est un sujet qui avait été travaillé en partenariat avec Olivier de Voltaire, qui était impliqué sur cette mission-là également. Euh, on avait vraiment conscience qu'en surface de vente, ça allait être une réelle contrainte pour les opérationnels de livrer quelque chose, une solution un dispositif qui allait figer l'espace. On voulait à tout prix éviter de figer l'espace parce qu'on sait comment fonctionne une zone comme celle-là. Et donc, effectivement, on vous a livré un habillage de gondole, on l'a conçu comme ça, qui soit évolutif dans sa dimension. C'était un sujet qui concernait le télétravail et un magasin pouvait décider d'avoir un seul élément de gondole au démarrage, mais si 6 mois, un an et demi plus tard, l'offre s'étendait, il pouvait passer à 2 éléments, 3 éléments très facilement puisque tout était calé sur la largeur d'une gondole. Et surtout, demain, ça pouvait être basculé ailleurs ou alors Mm. juste démonté. Hein, si après tout, voilà, le télétravail pouvait ne plus être un sujet et cette mise en avant pouvait ne plus être essentielle. On pouvait démonter cette solution-là pour la déplacer ou simplement l'enlever sans remettre en question toutes les gondoles installées derrière. C'est-à-dire que c'était vraiment facile à manipuler. Et donc, voilà, l'ambition initiale, c'était de faire un outil qui soit vraiment facile à manipuler et que ça ne soit surtout pas une contrainte. Donc oui, tu as raison, c'est un très bon exemple de ce que j'évoquais. Ouais, ouais, ça m'a vraiment fait penser à ça quand tu parlais de une base classique, quoi, de la gondole. Donc voilà, en tout cas, ça faisait largement le taf par rapport au brief de Super. départ.
Euh, on arrive plutôt à la fin de l'épisode. Je voulais lancer un peu, alors pas une nouveauté, mais Mm. un truc un peu différent, un peu en mode ping-pong. Tu vois, te poser des questions, puis avoir du coup des petits, des petits éléments de réponse très rapides. Est-ce que là, tu as une actu, une Avec info ou une plaisir. recommandation à nous faire? Je sais que tu as des actus, Pierre, en Mhm. plus. Alors, ouais, j'ai des actus, effectivement. Oui, alors j'ai une grosse actu, c'est que je suis en train de finaliser mon site internet. C'était un petit peu une hérésie, mais ça fera bientôt 4 ans que j'ai mon entreprise et je n'avais toujours pas de site internet. Bon, j'avais le luxe de ne pas avoir à m'en soucier, c'est-à-dire que j'étais un peu la tête dans le guidon depuis le départ, toujours dans le run, et donc voilà, je n'ai pas pris le temps de structurer un site internet. Là, récemment, je l'ai fait, j'ai travaillé dessus. Je suis en train de le finaliser. Donc, je pense que à l'heure où le podcast sera diffusé, eh ben, il sera en ligne, hein. Je pense qu'il sera fini d'ici une semaine, 10 jours, j'espère. Donc, quand le podcast sera diffusé, vous pourrez, chers auditeurs, aller sur le site internet, donc kozostudio.fr, Kozo studio.fr. J'en suis assez content. On a bien travaillé dessus avec Jade qui m'a rejoint dans l'équipe récemment, il y a quelques mois. Voilà, c'est l'actu principale. On a également travaillé une page Instagram avec Jade sur laquelle on va pouvoir partager d'autres aspects de la vie de l'agence, plus au quotidien. Je l'ai pas complètement exploité jusqu'à présent, mais on a l'intention de montrer un peu plus d'étapes. Plus que de montrer de la finalisation des projets, c'est aussi montrer les étapes de conception des projets, la vie de l'agence, les partenaires, voilà, des choses un peu moins formelles. Et donc ça concerne les actus. Concernant les recommandations, moi j'ai envie de mettre en lumière une démarche qui concerne indirectement le retail design, mais voilà, ça mérite vraiment d'être mis en lumière. C'est un projet qui s'appelle Les 1000 pas, qui a été travaillé par une boîte qui s'appelle Bijou, Joue, qui est spécialisée dans la création de jeux pour les professionnels. Euh, et donc, c'est un jeu qui permet de prendre conscience de la réalité de la situation des femmes dans le monde du travail. Déjà, ce qui est merveilleux, c'est que c'est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Récemment, elles étaient à Montréal pour présenter le jeu. Elles avaient des rendez-vous sur place. On en parle beaucoup dans la presse ces derniers temps. Je vous invite vraiment à prendre connaissance de ce projet-là. Et en fait, même pour les personnes qui sont un peu sensibilisées au féminisme et à la réalité de la vie des femmes en entreprise, il y a encore beaucoup de choses, même quand on est un homme sensibilisé, qu'on ne réalise pas. Donc, même pour quelqu'un qui pense connaître la réalité des choses, qui pense s'intéresser au sujet, ça vaut quand même le coup de vraiment se plonger dans ce sujet-là, parce qu'il y a encore des choses qu'on ne voit pas et qui restent injustes et qui méritent d'être regardées et considérées. Donc, c'est une démarche que je trouve géniale et je suis très heureux pour elle que ça prenne autant d'ampleur parce qu'on en a besoin. Donc voilà, je voulais juste mettre en lumière cette démarche-là. Et deuxième chose, quand on parlait de design responsable, là on parle plus de design produit, mais c'est un bon exemple. J'ai eu la chance de donner des cours ou de faire des interventions, et c'est un exemple que je cite souvent. Il y a une personne que j'ai rencontrée qui s'appelle Philippe, qui est installé à Montréal, qui travaille des luminaires entièrement upcyclés, donc il récupère des objets qui n'ont rien à voir avec les luminaires, des lames de store par exemple, de store pour fenêtres, et il en fait des objets luminaires qui sont somptueux, juste somptueux, et je trouve que c'est un bon exemple pour montrer qu'on peut faire quelque chose de vraiment beau, élégant et très très travaillé en full upcycling. C'est pas forcément quelque chose d'un peu bricolé. Non, on peut faire des choses vraiment superbes. Donc son studio s'appelle Studio Beauté, B-O-2-T-E, et il mérite vraiment qu'on s'intéresse à lui. Et en plus, il a une démarche que je trouve
absolument admirable, puisqu'il refuse de livrer à l'international. Oui. Donc c'est ultra engagé, hein. Moi, à sa place, je ne sais pas si j'irais aussi loin, mais je trouve ça en tout cas admirable. Il livre pas, je crois, à plus de 50 kilomètres, alors il a un succès fou. Il passe dans beaucoup de magazines D'accord. de design ou d'architecture d'intérieur, et il ne livre pas à plus de 50 kilomètres parce qu'il veut que ses créations aient le moins d'impact possible sur la planète. Donc c'est fou d'engagement. Euh, je suis pas sûr que j'aurais son courage si j'avais sa boîte aujourd'hui, mais je trouve ça admirable et vraiment ça mérite d'être salué. Et voilà, Carrément. ça, en tout cas, ça vaut le coup de regarder ce qu'il fait. C'est vraiment très intéressant. Bon, bah, c'est top, c'est hyper intéressant ce que tu nous as partagé. On remettra les liens, dans, les différents descriptifs de l'épisode, comme ça on pourra Super. tout retrouver. Et pour finir, avant de passer à la conclusion, heu, est-ce que tu as, très rapidement un outil à conseiller? Et tu as le droit de parler de AutoCAD et un outil, pardon, pas un outil cette fois-ci, mais un invité à me conseiller, pour le podcast? Ok. Bah écoute, un outil en ce moment, j'aurais envie de te dire un beau carnet, un beau stylo, Ah. une belle tasse à café. Euh, ouais, se recentrer un peu sur l'essentiel. Alors je suis absolument pas anti progrès, loin de là. Mais c'est vrai que les choses vont très très vite au niveau des outils informatiques et d'intelligence artificielle ces derniers temps. Et je trouve ça bien de revenir un tout petit peu juste au carnet, au stylo, pour ne pas aller trop vite dans des solutions formelles. Et donc plus que jamais, je pense que c'est bien de se souvenir qu'on peut aussi travailler avec un carnet et un stylo, juste pour poser les bonnes idées au Hési bon moment. Ouais. Parce qu'en fait, ouais, l'intelligence artificielle, qui est fascinante, hein, bon, on pourrait partir sur 2 heures de podcast là si on parlait de l'intelligence artificielle, mais évidemment que les évolutions sont fascinantes. Pour autant, elles peuvent aussi, ça peut être un piège puisque ça peut t'amener à aller trop vite dans des solutions formelles sans prendre le temps de te poser les bonnes questions, sans prendre le temps d'analyser la situation et de poser tes intentions. Et moi, j'aime bien à chaque fois vraiment travailler en entonnoir et même avant de dessiner la première esquisse, juste poser des mots, tu vois, avant de Ouais. dessiner, formaliser par des mots la direction que je veux prendre dans un projet et après m'approprier ces mots-là pour les transcrire sur des premières esquisses et après transcrire cette esquisse dans quelque chose d'un peu plus mis au point d'un point de vue formel. Enfin, je trouve que c'est toujours intéressant de Mmh. respecter des étapes puisque ça permet de garantir un résultat qui soit cohérent avec tes intentions initiales, là où les outils actuels peuvent t'amener à aller un petit peu trop vite, je pense, à une solution formelle. Et une fois que tu as une solution formelle, tu te l'appropries et donc tu as du mal à revenir en arrière et potentiellement tu passes à côté de plein de bonnes idées et Ouais, c'est vrai, tu potentiellement de meilleures idées raison. d'ailleurs. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. Ouais, c'est vrai que ça nous lance tout de suite, poum, dans le résultat et après, tu passes peut-être moins de temps, Mm. sur la partie, itération, et cetera, ouais. Et un invité du Mm, coup, tout à à fait. conseiller? Oui, alors, il me semble que tu as déjà fait un sujet sur la couleur. J'aurais eu envie de parler d'Élodie Gobin, qui travaille à côté de moi, qui est designer couleur. Et je trouve ça super intéressant comme sujet, et notamment dans le retail design et dans le marketing, parce que la couleur, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe à, à finaliser, puisque c'est un sujet super subjectif. Donc généralement, quand on travaille des concepts, on a toute une équipe de décisionnaires autour de nous, et c'est parfois difficile d'arbitrer sur des choix aussi subjectifs que la couleur. Et donc ramener un ou une designer couleur dans la conception, ça permet d'amener juste des éléments un peu plus scientifiques, plus concrets, plus techniques, et ça permet de trancher sur quelque chose de plus fondé que simplement du j'aime pas, pour faire simple. Ouais. Voilà. Et donc c'est très 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 précieux dans nos métiers en fait, hein, de pouvoir faire des choix comme ça qui soient étayés. Voilà. Et un autre invité potentiel, ce serait Morgane Bastard, qui travaille aujourd'hui chez Ikea
qui était responsable du cursus merchandising et design retail dans une école dans laquelle j'intervenais, qui s'appelle MJM. Et voilà, c'est elle est super intéressante, cette personne. Et je prends toujours beaucoup de plaisir à échanger avec elle. Et elle a beaucoup de choses passionnantes à raconter sur le merchandising. Bon bah écoute, hyper intéressant, j'ai pris note. Tu as aussi parlé tout à l'heure, et on le salue, Olivier Devolder. Je sais qu'il écoute le podcast Mmh. et j'ai très envie aussi de le faire intervenir, dans le micro. En tout cas Super. Pierre, merci beaucoup. Moi, alors du coup, je vais poser un peu le mot de la fin et poser un peu la conclusion de cet épisode. Moi, ce que je retiens, alors plusieurs choses. La première, c'est à quel point, finalement, retail design, merch, c'est pas, en tout cas opposé, c'est vraiment interconnecté. Il y a vraiment des vraies passerelles à faire, à la fois dans l'approche, hein, des projets, mais surtout dans la méthodologie et la vision des choses. Ça, c'est le premier point. Tu as dit un truc qui m'a marqué aussi, c'est, le commerce est nerveux et c'est exactement ça. C'est à quel point on avance, on évolue, mais vers de l'inconnu. Le dernier point, voilà, qui fait écho aussi, c'est, l'importance forcément des démarches responsables et que, finalement être, responsable ou éco-responsable, c'est pas se mettre des contraintes, mais c'est d'aller en tout cas vers, une démarche qui est, vertueuse et qui, en plus, indirectement ou directement, hein, mais, en plus nourrit le commerce. Donc, voilà, en tout cas, du sens à aller, là-dessus. Voilà. Heu, Pierre, je voulais te remercier à nouveau. J'espère que tu as pris, plaisir à nous parler de retail design. Alors, je pense que tu pourras en parler pendant des heures et des heures, donc voilà, mais en tout cas, merci beaucoup Pierre. Je te le confirme. Merci à toi, c'était un vrai plaisir. Merci pour ton invitation. Et oui, 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 j'ai pris beaucoup de plaisir à avoir cet échange avec toi. Merci pour ça. Je vous dis encore merci pour votre écoute et surtout à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans Pour toutes ces bonnes raisons. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos linéaires et continuez à nourrir votre passion. Et je vous fais un petit rappel, chaque épisode sort un jeudi sur 2. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.